Alors bonjour à vous toutes et tous, les membres du réseau de recherche qualité de vie et conditions de travail des professionnels en santé, et puis bonjour aux sympathisants aussi. Là, vous êtes nombreux sympathisants pour la reprise des webinaires du R2 QVT en santé. On est ravis d'ouvrir la saison 2. Ça veut dire qu'on a réussi à faire une saison 1 à la bouclée l'année dernière avec 6 webinaires autour un petit peu de la définition de la qualité de vie au travail, de ses enjeux pour les professionnels en santé. Et puis cette année, on a réouvert une deuxième saison avec une programmation qui avance déjà pas mal. J'en dirai quelques mots peut-être à la fin, au moins pour le futur webinaire. Voilà, mais avec un fil conducteur qu'on a voulu cette année avec mon collègue Didier Truchot, qui présente toutes ses excuses parce que il pouvait pas être avec nous, hein, Didier Truchot, qui est professeur de psychologie du travail à Besançon et qui pouvait pas donc être avec nous, mais on a voulu une thématique autour du sens au travail et des liens avec la qualité de vie et les conditions de travail. Et quoi de mieux que de démarrer avec finalement la question de qu'est-ce que c'est que le soin pour les professionnels de santé, mais aussi peut-être pour d'autres acteurs, qu'est-ce qu'il représente et quelle est peut-être l'appréciation qu'on peut en faire, la valeur que l'on peut lui attribuer dans nos échelles peut-être de valeur, et puis peut-être dans un autre sens aussi, la valeur économique, la valeur sociale, la valeur monétaire, les différentes valeurs que l'on pourrait attribuer pour le soin aujourd'hui et son importance pour les professionnels de santé qui travaillent dans ce secteur. Voilà, donc on a la chance d'avoir dans notre réseau de recherche, je dirais déjà, un trésorier, mais aussi qui est notre collègue Didier Vino, mais qui en même temps est aussi le professeur à l'université Jean Moulin à Lyon 3 depuis plusieurs années et qui est aussi alors il est professeur des universités en sciences de gestion, hein, et puis aussi il est directeur de la faculté et des relations de travail, du moins, enfin de la qualité des relations humaines, voilà, et du faculty directeur adjoint là, pour ça à l'IAE et à Jean Moulin. Enfin, il nous dira mieux que moi, parce que je risque de me tromper dans ces titres. Et puis, il est également responsable du groupe recherche en ressources humaines de l'UR Magellan à Lyon 3. Et puis surtout, Didier, depuis, alors je ne sais plus exactement, tu nous diras, mais depuis plusieurs années, tu travailles sur cette question de la valeur du soin ou des valeurs du soin. Et tu es le co-directeur, je pense, scientifique, avec Jean-Pierre Pierron, qui est philosophe, lui. Et donc, tu es le co-directeur scientifique d'une chaire Valeurs du soin, et donc qui essaie de traiter toute cette question. Et donc, on s'est dit que c'était une bonne entrée en matière que de te donner le micro et la possibilité d'exposer tes réflexions, ton travail, tes études autour de ces questions-là, des valeurs du soin, sachant qu'en plus, je crois que c'est l'an passé ou peut-être l'année avant, mais tu as publié un livre, un ouvrage collectif sur cette question de la mesure du soin, de la mesure du soin et du soin en démesure un peu, hein, comment on peut appréhender cette question-là de la mesure et de la valeur du soin. Voilà. J'espère que nos amis les politiques et notamment le futur, enfin ou l'actuel ministre de la Santé lira tout ça au moment où il faudra qu'elle réfléchisse peut-être à l'évolution du financement des soins et du modèle peut-être aussi de comptabilisation en quelque sorte du soin, sachant que c'est sans doute une entreprise bien difficile et éthiquement bien compliquée.
Voilà, j'en dis pas plus. Nous, on est ravis, peut-être, alors pour ceux qui ne nous connaissent pas, qui nous rejoignent et qui sont venus par là parce qu'ils ont vu nos posts LinkedIn ou qui ont reçu un mail en leur disant, tiens, ça pourrait t'intéresser de venir à ce webinaire. En fait, on est un réseau de recherche sur la qualité de vie et les conditions de travail. Nos adhérents, ce sont des chercheurs ou des laboratoires de recherche, voilà, exclusivement, puisqu'on se veut un réseau plutôt académique, mais ouvert par ses activités aux professionnels, aux praticiens RH, aux cadres de santé, aux médecins, enfin à tous les professionnels, aux étudiants qui ont envie de s'instruire, qui ont envie de discuter, d'échanger, de nous faire part de leurs expériences sur ce sujet-là. Voilà. Donc on organise des webinaires et puis on organise aussi une journée annuelle d'études et de rencontres où les chercheurs viennent présenter leurs travaux et à la rencontre aussi des professionnels pour qu'ils puissent voilà, leur faire leur retour sur ces sujets-là. Voilà, donc on est, disons, pas mal de monde déjà dans cette assemblée. Je n'ai pas compté exactement, mais je sais qu'on est nombreux. Je ne sais plus où est-ce qu'on le voit là, mais je vous dirai ça à la fin. En tout cas, presque une cinquantaine de personnes. Voilà, 50 pile. Et je vais laisser la parole tout de suite à Didier qui a prévu un exposé avec quelques diapos et puis surtout et puis qui coupera aussi la caméra, m'a-t-il dit. Enfin, coupera le diaporama, pardon, pour pouvoir vous parler en face. Voilà, qui va durer à peu près pendant une cinquantaine de minutes et on pourra lui poser des questions ensuite. Voilà, tu nous dis, Didier, la parole est à toi. Merci beaucoup, Merci cher beaucoup. Mathieu. Alors, je vais effectivement, je vais juste vous faire, je vais utiliser très peu le diaporama, juste pour caler peut-être deux, trois choses, des éléments de titre, euh, que vous puissiez aussi avoir des références si vous souhaitez après aller par exemple sur le site de la chaire. Et puis là, vous avez mes coordonnées. Voilà, donc cette chaire Valeur du soin, c'est une création assez originale qui date maintenant d'il y a 8 9 ans, où on a voulu faire travailler ensemble des philosophes, des chercheurs en management, en sciences politiques, en sociologie, et surtout des cliniciens du monde de la santé pour justement essayer d'interroger des thématiques qu'on trouvait assez peu abordées. Alors, on a la chance d'être une chaire de recherche financée sur des fonds privés qui s'est transformée il y a quelques années en fondation pour pouvoir justement avoir un peu plus de liberté. Mais cette chaire est bien inscrite dans le cadre du paysage universitaire et il faut considérer que c'est un laboratoire de recherche pluridisciplinaire, si vous voulez. Hein. Voilà, alors je vais passer, juste vous donner, passer quelques temps sur la toute première diapo pour que vous puissiez intégrer où est-ce que je souhaite vous emmener pendant une cinquantaine de minutes, pour qu'on puisse continuer aussi après un petit peu à discuter. Donc, je vais, dans une introduction, essayer de reprendre les éléments des valeurs du soin et d'en présenter l'actualité et l'enjeu. Et puis après, une présentation en trois temps, des éléments de diagnostic, comment est-ce qu'on est arrivé là. Alors, j'essaierai de montrer qu'il y a un déficit, mais que ce n'est pas forcément le déficit des dépenses sanitaires et sociales qui doit être questionné, mais plus en fait les outils de mesure. Je reviendrai aussi un petit peu sur une approche historique, parce que je pense qu'il y a un amalgame entre la valeur, le prix et le coût, et qu'il faut peut-être clarifier un petit peu ces notions-là. Je prendrai aussi quelques temps pour revenir sur un historique de l'économie de la santé, parce que c'est ce qui explique aussi en grande partie pourquoi les outils de mesure aujourd'hui sont, à mon sens, défaillants. Et puis, on ira un petit peu plus loin après sur les limites des méthodes et des outils qui, justement, essayent de mesurer la valeur en santé. Alors, dans un deuxième temps, après, je passerai un petit peu de temps sur le VBHC, le Value Based Healthcare, parce que c'est le concept à la mode. Tout le monde en fait. Si vous êtes un petit peu branché, c'est logique et cohérent de se brancher sur ce concept-là. J'essaierai de montrer, une fois vous l'avoir expliqué, que pour moi, c'est une fausse bonne idée, parce qu'il ne mesure pas exactement ce qu'il prétend mesurer, il y a un discours, et puis derrière, il y a une pratique qui, à mon avis, n'est pas totalement ajusté. Et puis, j'essaierai dans une troisième partie plus courte
de revenir sur cette question de la valeur ajoutée autour du soin, en particulier de la question de la relation. Parce que pour moi, la question clé, c'est comment mesurer la valeur relationnelle dans le soin, comment la pister, comment la mesurer, quelles perspectives de recherche, mais aussi des perspectives pratiques on peut se donner autour de ça. Voilà, donc vous voyez, je vais tout de suite arrêter le partage. Ça, c'était juste cette diapo pour vous donner des repères. Je reviendrai peut-être dessus ponctuellement pour justement après vous indiquer où j'en suis dans le plan. Et puis d'emblée, donc en venir au cœur du sujet. Alors, tout d'abord, en guise d'introduction, je vais partir un peu d'une histoire. Vous avez probablement déjà entendu parler dans une maison de retraite ou dans un hôpital, les soignants dire: oh là là, mais on n'a pas le temps, hein. On est toujours pressé, il faut faire la tournée de 20 malades à 2 aides-soignantes, hein, ou encore on a 20 séances de chimio à programmer aujourd'hui. Alors pourquoi cet empressement? Est-ce que c'est pour que les gens rentrent chez eux plus vite? Bah, franchement, si c'était le cas, ça se saurait. Non. C'est parce que le budget de l'établissement de santé ou de l'établissement médico-social, il est lié à l'activité, ou plutôt à certaines activités, ou plutôt même encore à la mesure de certaines activités. Alors ça pose la question, puisque il y a quand même une histoire de gros sous derrière ça, ça pose la question de se dire, mais dans le fond, que vaut le soin? Quelle est la valeur du soin? Et abruptement posée, la question c'est une montagne, elle semble insoluble. Comment est-ce que la valeur s'articule au coût? Parce que dans le fond, c'est ça qui est sous-jacent derrière. Euh, je, je vais juste modifier ma configuration d'écran parce que je souhaiterais, voilà, avoir, voilà, c'est mieux comme ça. Le monde du soin, c'est un monde qui est structuré et saturé par des valeurs. Avec elles, c'est une manière de faire humanité, à titre individuel, mais aussi tous ensemble. Et en particulier quand on se trouve confronté à l'expérience humaine de la maladie. Parce qu'avec la maladie, la souffrance et la dépendance, c'est toute l'allure de la vie qui est affectée. On retrouve ici la grande idée de quelqu'un qui a beaucoup compté dans la réflexion sur la santé, en particulier en France, mais aussi qui a inspiré des chercheurs dans le monde entier en sciences humaines et sociales, c'est Georges Canguilhem, qui était à la fois médecin et philosophe. Et Canguilhem, à propos des réflexions qu'il pouvait avoir sur la maladie, disait qu'il fallait intégrer toutes les dimensions, la dimension biologique, la dimension sociale et existentielle, pour reprendre une expression fameuse de Georges Canguilhem, la vie est une activité normative, ce qui veut dire que le pathologique, ce qui fait la maladie, c'est d'abord issu d'un jugement social, avant d'être une donnée biologique, avant d'être une mesure dite objective. Dans une civilisation, il sera normal de mourir à 40 ans. Dans d'autres civilisations, il est normal, entre guillemets, de pousser la vie jusqu'au bout. Tout ça montre bien que ces jugements que nous avons, ils sont sous-tendus par des valeurs. Et ces valeurs, eh bien, on peut les recenser de manière non limitative d'ailleurs. Vous avez tout d'abord les valeurs des soignés, les valeurs des personnes, j'ose pas dire malades, parce que les soignés ne sont pas toujours malades, qui s'interrogent sur ce qu'il en est d'eux-mêmes dans leur traversée de l'expérience de la maladie, hein, ou du soin. Vous avez les valeurs de leur milieu familial, social et sociétal, qui ne sont pas forcément les mêmes, ce qui explique que parfois une personne malade n'est pas d'accord avec les soins que sa famille souhaiterait qu'un hôpital, par exemple, leur dispense. Vous avez les valeurs scientifiques, techniques et éthiques que porte la communauté des soignants, des médecins, des scientifiques. Vous avez les valeurs en termes d'équité et de justice qui habitent les gestionnaires de soins. Il ne faut pas s'imaginer que un directeur, une directrice d'établissement, il n'est pas lui-même ou elle-même traversé par des valeurs, bien entendu. Il y a les valeurs de la juste affectation des moyens économiques qui lui sont confiés. Et puis vous avez les valeurs boursières, la valorisation des cotations des systèmes de soins qui est devenue une industrie de santé et que scrutent les détenteurs de fonds de pension ou certains actionnaires.
Alors, je ne suis pas là pour estimer que telle valeur serait supérieure à telle autre, mais plutôt pour bien exprimer le fait que le système de santé est traversé par des valeurs multiples et contradictoires. Sauf que, il y a un problème, c'est que le temps du soin rencontre rarement celui des institutions, et encore plus rarement celui du financement. Et ces implicites, eh bien, ils méritent d'être creusés et articulés pour plusieurs raisons. Première raison, c'est qu'il y a un écrasant poids de l'économie de la santé et de la gestion des institutions du soin qui tend à rabattre, à simplifier, si vous voulez, le langage de la valeur sur celui de la valeur monétaire. C'est plus facile, dans le fond. Pourquoi? Bah, parce qu'elle est mesurable et puis qu'elle propose un langage commun, la valeur monétaire. Globalement, quand on parle gros sous, on sait de quoi on parle. C'est facile de se mettre d'accord sur un montant quand vous négociez. C'est plus difficile de se mettre d'accord quand vous allez évoquer des valeurs éthiques ou philosophiques. Mais dans ce cas-là, on va limiter, on va réduire, si vous voulez, le champ de la valeur sur celui d'un prix particulier, la tarification, qui va être associée à une maladie ou une institution, et certainement pas une personne ou un groupe de personnes. Deuxième constat, constat que la prise en compte des valeurs du soin, elle est aujourd'hui rendue possible par un système de gestion et d'administration du vivant qui relève d'une forme de biopouvoir que Foucault avait bien analysé en son temps. Et ce biopouvoir, il est déployé dans des techniques et des outils dits d'évaluation, hein, dans ce qu'on appelle un environnement d'ensemble que Alain Suppiot qualifiait, ou à la suite des Rosières, de la gouvernance par les nombres. Prestige encore renforcé par l'expansion des systèmes numériques au sein du soin. Pour le dire autrement, si vous avancez des mesures chiffrées, vous êtes légitime, vous êtes plus crédible que si vous vous contentez de mots et mots TS. Troisième raison, la concurrence, voire le conflit entre l'expérience vécue des personnes malades qui ont leurs propres préoccupations, leur propre système de valeurs, et les valeurs de vérité et de scientificité de la médecine biomédicale de l'autre côté. Et puis il y a aussi les valeurs de rentabilité et d'efficience. Bref, d'un point de vue philosophique, on peut dire que ce qui est bon pour le patient se trouve pris en tension entre le vrai et le juste. Autrement dit, dans un système de santé, le bon, le vrai et le juste ne sont pas parfaitement alignés. Ça veut dire que toutes ces valeurs sont autant de tentatives d'expliquer le monde du soin, d'en réguler l'allure. Ce qu'elles disent, ces valeurs, c'est que l'expérience de la personne malade valorise une manière singulière d'exister du point de vue d'un individu, en donnant une allure à la vie. Hein. Chaque expérience de la maladie est singulière et subjective, sauf qu'en face, on a des exigences collectives et que le pont n'est pas facile à bâtir entre ces deux manières de voir, une manière d'exister et une manière de piloter, de gérer, d'organiser. Or, il y a aujourd'hui probablement besoin, au moment où les approches quantitatives sont largement dominantes, besoin d'une compensation en réintégrant des dimensions plurielles et des dimensions subjectives. Et donc, être attentif à cette dimension plurielle, voire contradictoire, c'est reconnaître que plusieurs horizons d'attente concernant justement donc le bon, le vrai, le juste, pour les patients, eh bien, ça peut faire débat. Plutôt que de finalement dire c'est comme ça ou on n'est pas d'accord, il est important peut-être d'aller creuser, d'essayer de comprendre ce qui fait qu'il peut y avoir des représentations différentes. Et comment on peut faire ça? Eh bien, en étant attentif à des données plus qualitatives, voire phénoménologiques, en restaurant la narration face à la classification, en restaurant le personnalisant face au personnalisé, l'individualisé et l'individuant. Alors, j'emploie évidemment ces mots pour jouer un peu avec, et puis j'essaierai d'expliquer un petit peu ce que j'entends derrière ça. Alors donc, voilà pour quelques mots introductifs. Je vais maintenant en venir à une première partie sur des éléments liés au constat. Et comme je vous l'ai dit au tout début de l'introduction, le constat du déficit économique, il est là, mais je serais plutôt, moi, en fait, sur un autre constat, qui est le constat d'un déficit de mesure. Pourquoi? Ben parce que si on repart de ce que j'évoquais il y a quelques secondes sur le fait qu'il faut être attentif à la dimension plurielle, voire contradictoire des valeurs dans le système de soins, ça veut dire qu'il faut reconnaître qu'il y a plusieurs horizons d'attente.
qui concerne ce qui est non seulement bon, mais vrai, juste et sensé pour le patient, mais surtout par rapport à qu'est-ce que c'est qu'un soin efficace. Peut-être qu'un bon soin, c'est un soin dans lequel on intègre l'efficacité, mais dans lequel on va intégrer d'autres dimensions. Et c'est pourquoi il faut distinguer des dispositifs qui vont employer des outils différents. Il faut distinguer la mesurer, évaluer et écouter, qui sont des dispositifs complémentaires qui peuvent, eux, servir à déterminer ce que c'est qu'un bon soin. Parce que si on s'en tient à la mesure objective, on risque de tomber dans ce que les philosophes appellent une réification, c'est-à-dire que la personne malade devient une chose ou devient limitée à sa maladie, à la maladie qu'il habite. Et le grand problème de cette mesure objectivable ou objectivée, c'est qu'elle va oublier la relation de soins sous les activités soignantes qu'elle identifie, qu'elle va transformer ou réduire en analyse. Alors, l'hypothèse que nous développons au sein de la chaire valeur du soin, et que je reprendrai à la fin de mon exposé, c'est que si la relation est peu valorisée économiquement dans un monde du soin, c'est peut-être parce que justement les outils de mesure se focalisent exclusivement sur des outputs des mesures des maladies et qui ne s'intéressent pas à la relation. Donc, ce n'est pas parce que la relation n'est pas importante, c'est qu'en fait, les outils ne l'intègrent pas dans leurs mesures. Il s'agit non pas de santé, pas de personne, pas d'écoute, mais bien d'essayer de faire le pari que l'on peut quantifier ce que j'appellerais la valeur intangible du soin, c'est-à-dire sa part relationnelle. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il est possible de proposer des alternatives crédibles et audibles pour les financeurs, aussi bien publics que privés. J'en donnerai quelques pistes à la fin de mon intervention, et puis on pourra revenir aussi là-dessus au moment de la discussion. Mais avant de venir là-dessus, il faut clarifier un peu les choses. Et en particulier, je voudrais prendre quelques minutes pour essayer d'effacer l'amalgame entre valeur, prix et coût. Parce que je pense que dans le système de santé, on a eu tendance, peut-être un peu trop vite, à réduire ces trois notions à la même chose. Alors, donc valeur, prix, coût, de quoi parle-t-on? Qu'est-ce qui fait la valeur en santé? Bah, c'est un peu une question absolue, voire incongrue dans une société où la valeur de chaque individu, elle est considérée comme incommensurable, hein. Dans nos sociétés occidentales, la valeur d'un individu, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Alors, vous connaissez l'adage, facile, la santé n'a pas de prix, mais elle a un coût. Ça, c'est ce que les économistes rajoutent. Ce qui voudrait dire peut-être que par facilité, on pourrait rapprocher du coup la valeur du prix, ce qui serait dans le fond assez commode. Alors on peut assimiler le prix à la valeur si on considère que la valeur, c'est une importance qu'on attribue à quelque chose, une valeur d'échange en monnaie d'un bien ou d'un service. Et la définition économique le comprend ainsi. Alors je vais citer la définition économique. Le prix exprimé en un montant de référence, en général monétaire, donc en euros, en dollars, c'est la traduction d'une compensation qu'un opérateur est disposé à remettre à un autre en contrepartie de la cession d'un bien ou d'un service. En gros, en l'échange d'une activité, eh bien, je le traduis dans un prix. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que le prix, il mesure une valeur, bien entendu, mais une certaine valeur, une valeur vénale d'une transaction, une valeur vénale d'un échange. Et ça a un grand mérite, c'est que c'est justement monétisable. Sauf que notamment dans le champ de l'économie et de la gestion, bah, on sait depuis une bonne trentaine d'années qu'il y a eu une mutation de la valeur, hein. C'est Adrian Slivotsky, dans les années 90, qui avait parlé donc de la migration de la valeur, des modèles d'organisation, pour aller vers des schémas organisationnels, alternatifs et émergents, et pour revendiquer le fait que, par exemple, l'organisation en tant que telle, elle a de la valeur. C'est-à-dire que quand vous dispensez un soin à un individu, il ne faut pas regarder que le soin lui-même, que l'acte médical lui-même, il faut regarder aussi toute l'organisation qui contribue à cette bonne réalisation de ce soin. Et il faut pouvoir donc évaluer ce qu'apporte l'organisation. Alors, comment, à ce moment-là, prendre la mesure de cette transformation de la valeur dans le secteur du soin? Parce que on ne peut pas le dissocier de l'outil. Et dans le domaine de la santé, il y a une particularité,
c'est que ce sont souvent les outils préexistants qui vont déterminer la valeur a posteriori d'un acte médical, d'un séjour hospitalier ou d'un soin. Ce qui veut dire que quelque chose qui n'est pas mesurable n'aurait pas de valeur. Mais est-ce que c'est parce qu'il n'est pas mesurable ou c'est parce qu'on ne s'est pas donné les outils de mesure pour y parvenir? Ce sur quoi je voudrais insister, c'est la chose suivante. C'est que la valeur, elle n'existe pas en tant que telle. Elle n'existe que s'il y a une relation entre deux personnes, deux entités, deux acteurs au moins, et elle n'existe que s'il y a un outil de mesure. Ce qui veut dire que le bon prix est alors commodément utilisé comme un outil de la rencontre de l'offre et de la demande. C'est le grand tour de passe-passe des économistes, à condition de pouvoir l'exprimer. Et le problème, c'est qu'on sait que dans le domaine de la santé, cette relation, elle est parasitée par des mécanismes que les économistes nomment la sélection adverse ou le hasard moral, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas une adéquation parfaite entre l'offre et la demande. Et c'est pour ça que ça ne peut pas marcher fondamentalement. Et pour essayer de comprendre ça, il faut revenir à la manière avec laquelle l'économie de la santé s'est historiquement constituée. C'est le troisième point de ma première partie. Alors, quelques mots là-dessus, je passerai assez vite, mais je pense que c'est important quand même qu'on puisse avoir des repères, d'autant que bah, vous qui êtes derrière l'écran, je ne vous connais pas, donc je ne connais pas forcément votre background en économie de la santé. Alors, traditionnellement, l'économie de la santé, on l'a fait remonter à une soixantaine d'années avec un article de Kenneth Arrow en 1963, hein, qui aura un prix Nobel d'économie, et qui a posé des premiers repères là-dessus. Mais en France, c'est aussi à peu près à la même époque où les administrations publiques vont s'intéresser à l'essor des dépenses de santé dans les budgets publics. C'est-à-dire que la préoccupation qui fait naître une certaine économie de la santé en France, c'est la problématique du dérapage du budget de la sécurité sociale et du budget de l'hôpital, déjà à ce moment-là, déjà il y a 60 ans. Hein. Alors, on a une collègue qui s'appelle Martine Bajner qui a repris un petit peu ces travaux historiques et qui a montré que les premiers travaux de recherche français en économie de la santé, ils ont trois origines qui vont influencer par la suite les outils qui seront constitués. Ils ont une origine administrative, une origine académique et une origine médicale. Les premières recherches qui sont réalisées dans les années 70, elles sont très empiriques et elles sont focalisées sur la spécificité médicale. Autrement dit, à ce moment-là, on ne parle pas d'économie de la santé, on parle d'économie médicale. Et ces travaux, ils s'inscrivent dès le début dans une perspective de rationaliser des choix budgétaires et des dépenses publiques face au déficit structurel persistant de la Sécu. Je rappelle que, si vous ne le savez pas, que le déficit de la Sécu, le premier déficit de la Sécu, c'est 1948. C'est congénital. Elle n'a jamais été à l'équilibre depuis sa création. Mais ce déficit est devenu inacceptable il y a 40, 50 ans. Bon, mais il a toujours existé, il est construit comme ça. Symétriquement, à côté de ces recherches en économie donc, visant à contrôler les budgets, il y a des études microéconomiques qui se développent à partir des années 80, là, cette fois, pour calculer le coût de la maladie, en essayant de mesurer les ressources mobilisées pour y faire face. Et c'est à partir de ce moment-là, c'est depuis les années 80, qu'il y a ce débat récurrent, toujours en vigueur, hein, sur les coûts indirects de la maladie, les pertes générées par les arrêts de travail, par exemple, tout comme la mesure économique de la valeur de la vie humaine. Et c'est dans cette décennie, dans cette même décennie, dans les années 80, que les bases du calcul médico-économique à l'anglo-saxonne se stabilisent, qui sont portées donc, par un chercheur très connu dans le milieu qui s'appelle Michael Drummond. Et c'est Drummond qui élabore les grandes méthodes de calcul médico-économique avec les coûts directs, coûts indirects, coûts intangibles, pour calculer ce qu'on va appeler les coûts d'une part et les bénéfices de l'autre. Donc, par exemple, quand vous voulez mettre en place un programme de soins de tel type de maladie, que ce soit sur la chirurgie ou même en psychiatrie, ben, on va élaborer des systèmes donc, de coûts-bénéfices ou de coûts-utilité à partir de méthodes très calibrées qui vont intégrer d'un côté les coûts et puis de l'autre l'état de santé du patient, la douleur associée à un traitement, etc. Et c'est de là qu'en fait va apparaître une notion très importante en économie de la santé qu'on va retrouver de manière un petit peu indirecte par la suite, mais camouflée. C'est ce qu'on appelle la willingness to pay, hein, donc la propension à payer, ce qui fait qu'un patient est prêt
serait prêt à payer pour tel soin, même si après c'est la collectivité qui le prend en charge. Et du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'économie de la santé, elle a construit sa légitimité, son autorité, dans sa capacité à éclairer des choix publics. Ce qui conduit aujourd'hui à percevoir les économistes comme des chasseurs d'inefficience et d'inefficacité. Sauf que c'est pas que ça. Mais il y a donc un malentendu historique qui fait que l'économie de la santé s'est trouvée coincée dans deux conceptions opposées. D'une part, le milieu médical qui veut placer la santé au-dessus de toute autre valeur, dans le cadre du colloque singulier entre le patient et le médecin, et d'autre part, sous l'influence des économistes et des administratifs, bah, la recherche d'une efficience plus globale pour tempérer, voire nier les spécificités du marché de la santé. Par ailleurs, les spécificités reconnues par les économistes dans le domaine donc de la santé ont reconnu trois caractéristiques. D'abord, le fait qu'on est dans un monde d'incertitude multidimensionnelle liée à l'imprévisibilité de la maladie. Deuxièmement, ce qu'on appelle une information asymétrique, c'est-à-dire que la détention de l'information entre le malade, les professionnels de santé et les financeurs ne sont pas les mêmes. Et puis, il y a la troisième dimension qui est reconnue, mais qui n'est jamais vraiment appréhendée, qui est le fait qu'il y a une dimension émotionnelle forte, qui pose le problème de la délégation, de la décision et du libre consentement. Alors, j'en arrive au quatrième point de la première partie, qui consiste à poser les limites des méthodes et des outils communément utilisés en économie de la santé. Comme nos outils coût-utilité, coût-efficacité sont reconnus comme étant limités depuis une trentaine d'années, il y a des outils alternatifs qui ont été créés, notamment ce qu'on a appelé des QALY, des QALY, qui essayent de synthétiser plein d'indicateurs pour mesurer le bénéfice d'une action de santé en croisant, par exemple, le nombre d'années restant à vivre pour une personne avec la qualité de ces années. Parce que c'est bien beau de vivre longtemps, mais si on peut vivre longtemps bien, c'est encore mieux, sans que, d'ailleurs, pour autant, ce soit défini du point de vue de la personne elle-même. Donc ces outils restent néanmoins tous dans un même paradigme d'une économie de la santé largement inspirée par ce qu'on appelle en économie la théorie de l'agence, c'est-à-dire qu'elle suppose un dispositif de contrôle de l'action des différentes parties prenantes où les uns et les autres se contrôlent mutuellement. Sauf que, sauf que même ces outils alternatifs n'ont pas bien fonctionné. Et pour quelques raisons. Il y en a une qui est très simple, c'est que la part majeure du système de santé, quasiment la moitié, elle est absorbée par l'hôpital. Et que les coûts liés générés par un hôpital ne sont pas les coûts, ne sont pas expliqués de la même manière que les coûts que vous avez en médecine ambulatoire, par exemple, en médecine de ville. Et de ce fait, le problème réside qu'on a voulu appliquer à l'hôpital des systèmes de tarification, tout compris, parce il était difficile du point de vue des économistes de rentrer dans la boîte noire et de voir comment ces coûts pouvaient se constituer. Sauf que ces tarifications alternatives, elles nient l'institution hospitalière, son histoire, son épaisseur, sa sociologie, parce que l'hôpital, c'est une institution pluriséculaire, c'est un espace symbolique, où l'on est et où l'on meurt le plus souvent, et pour lequel, eh bien, on a pu plaquer des outils de mesure, de tarification qui ne sont pas totalement adéquats, et notamment un outil qui s'appelle la T2A, qui certes ne pèse pas désormais à 100% dans l'allocation du budget d'un hôpital, mais cette tarification à l'activité, elle conduit à réduire la durée de séjour, ce qui génère un gain d'efficacité, et c'est très bien, mais le problème, c'est qu'elle va faire supporter toute une série de coûts à la médecine de ville ou faire glisser une partie des soins sur le secteur paramédical ou médico-social, en amont ou en aval de l'hôpital. Et cette T2A au tarif tout compris, sur laquelle je reviendrai si vous voulez, eh bien, elle suppose une valeur des soins qui est fondée sur une égalité des prises en charge sur un territoire donné. Sauf que c'est un petit peu plus compliqué, en particulier quand on regarde comment les investissements des hôpitaux doivent être pris en charge. Pour le dire autrement, si vous voulez financer vos investissements, vous êtes condamné à avoir toujours plus d'activités.
et ce, parfois au détriment de la pertinence de ces activités. Ce qui veut dire que le juste soin n'est pas toujours au meilleur coût et encore moins associé à la valeur attribuée par le patient. La valeur, dans le cadre de la T2A, elle est ramenée à une échelle nationale des coûts. C'est-à-dire que là, ce n'est pas une valeur produite, mais c'est le pilotage par les coûts. Et puis, on va rajouter, bien sûr, l'informatique, la numérisation et la miniaturisation qui ont bouleversé les conditions de production des soins et qui font que une tarification associée au séjour est de moins en moins pertinente. Alors, du coup, qu'est-ce qui se passe? Bah, il y a des modèles alternatifs qui ont été, sur lesquels on a réfléchi en se disant qu'il faut peut-être arrêter d'avoir une valeur qui soit focalisée exclusivement sur du calcul des coûts, mais on va regarder autre chose et on va essayer de voir ce que le processus de soins, lui, peut produire. Et c'est comme ça qu'est né le VBH, il y a déjà quelques années, le Value-Based Healthcare. Donc ça, j'en arrive à la deuxième partie de mon propos. Alors, le Value-Based Healthcare, ce sont des soins qui sont axés sur la valeur et qui cherchent un compromis optimal entre des avantages objectifs et subjectifs pour chaque patient, pour leur garantir durablement des soins médicaux de haute qualité et des soins rentables. En tout cas, c'est la promesse que le VBH fait il y a une quinzaine d'années. Alors, faut considérer que à l'origine, au départ, c'est plutôt une bonne idée, hein, parce qu'on part du constat d'un dilemme entre le fait d'avoir droit aux meilleurs soins de santé possibles, qui entraîne une augmentation de la demande, qui génère des consommations de ressources illimitées, et que donc, partant de là, il faudrait plutôt regarder la valeur produite du point de vue du patient. Euh, Warren Buffett dit que la valeur, évidemment, c'est pas le prix. Le prix, c'est ce que vous payez. La valeur, c'est ce que vous recevez en échange de ce que vous avez payé. Alors, celui qui essaye de réintroduire la valeur au cœur du jeu, c'est Michael Porter, bien connu des chercheurs et des praticiens en management et en management stratégique. Et ça date de 2006 dans un livre qui s'appelait Redefining Healthcare et qui est donc le début du passage à la value-based healthcare. Alors, Porter définit la valeur du soin comme étant le résultat d'un niveau de santé obtenu par dollar dépensé. Alors, la définition de la valeur par porteur, elle est assez simple. C'est très porteurien pour le coup, hein. C'est quel est l'objectif principal d'un système de santé? C'est qu'il produise une valeur élevée pour le patient. Et si cette valeur pour le patient augmente, eh bien, toutes les parties concernées, que ce soit les patients, les compagnies d'assurance, les prestataires de services, les fournisseurs, tout le monde sera content. Bien. Alors, c'est assez disruptif, il y a 15 ans. À partir de cette intuition qu'il a en 2006, il la développe avec Elisabeth Theisberg. Donc, cette fois dans un ouvrage, puisque en 2006, c'était un papier, qui consiste en gros à dire qu'il faut optimiser le parcours du soin et le système de santé dans son ensemble. Et donc, dans ce livre, vous avez une équation très simple qui est quoi? Ben, la valeur délivrée au patient, c'est quoi? C'est le résultat des soins délivrés divisé par le coût. Alors, c'est bizarre parce que, vous voyez, si vous me suivez, on avait dit que ce système, il était mis en place pour justement ne plus intégrer le coût. Et on voit qu'il est réintroduit dans une équation. Mais avec une approche un petit peu différente dans la mesure où là, on introduit donc ce qu'on appelle le patient empowerment, l'émancipation du patient, la participation du patient, où les patients sont acteurs de leur prise en charge de leur santé. Et donc cette prise de conscience, elle a été largement impulsée et favorisée par les associations de patients et la démocratisation des nouvelles technologies de l'information, puisque on peut accéder maintenant facilement aux résultats de santé, aux dossiers médicaux, des traducteurs de langage médical, et c'est l'idée qu'il y a derrière le concept de VBHC, c'est d'inclure le patient au centre du système, de le rendre co-décideur et d'évaluer les bénéfices qu'il a pu en tirer de son point de vue. Donc ça, c'est quand même sacrément intéressant. Et on peut dire que c'était plutôt une belle promesse. Alors, les valeurs pour le patient, c'est quoi? Ben, c'est les résultats obtenus non pas par rapport à une quantité de traitement qu'on a donné au patient, mais plus par rapport aux améliorations de son état de santé. Et là, il y a une vraie nouveauté qui est intéressante, c'est-à-dire que
On introduit l'idée que ce qui compte in fine, c'est l'état final de santé du malade, c'est pas forcément le type de médicament qu'on lui a donné, le nombre d'interventions, le temps passé, ou etc. Donc il y a quand même une idée là qui est intéressante. Euh, alors, une autre approche très complémentaire qui va un petit peu dans le prolongement de la lecture de Michael Porter et qui date à peu près de la même époque, c'est ce qu'on appelle le Credible Aim, qui a été développé par l'Institut for Healthcare Improvement et qui dit qu'en gros, il faut essayer de concilier quatre points. L'amélioration de l'expérience du patient, donc c'est là-dedans où on intègre la qualité et la satisfaction. Ça, c'est ce qui permet de mesurer la valeur. Deuxièmement, le point de vue du patient seul ne suffit pas, donc on va regarder l'amélioration de la santé de la population dans son ensemble. Ça permet de compenser l'approche individuelle par une approche dite populationnelle. Troisièmement, il y a la question des coûts qu'il faut quand même bien intégrer, c'est donc la réduction des coûts par tête pour le traitement. Et puis, il y a une quatrième dimension qui a été rajoutée un petit peu plus tard, en 2014, qui est un personnel heureux, la satisfaction du personnel, donc le staff satisfaction. Donc le triple aim est devenu quadruple aim. Donc l'idée, c'est qu'en gros, derrière ce schéma, c'est de dire que la valeur dans un système de santé aujourd'hui, elle peut être mesurée, selon cette grille de lecture, par une quadruple mesure, intégrant l'expérience patient, qualité-satisfaction, amélioration de la santé populationnelle, réduction des coûts par personne et satisfaction du personnel. On peut se dire, bah, c'est quand même, c'est plutôt intéressant ces histoires-là. Et comment est-ce que ça pourrait être traduit à grande échelle? Comment est-ce que ça pourrait être automatisé? Alors, on a essayé d'inventer, enfin, quand je dis on, c'est pas moi, hein, il y a des outils alternatifs qui ont été inventés pour essayer de mesurer cette valeur complexe qu'on appelle les PROMS et les PRUMS. Donc, les PROMS, c'est les Patient Reported Outcomes Measures. C'est des outils standards euh, pour des résultats généraux par rapport à l'état de santé d'une population. Donc, c'est des outils qui saisissent un statut déclaré par le patient lui-même de son état de santé avant et après une intervention, mais sur des données objectives et sans qu'on interprète ces réponses du patient, qu'on les influence par une clinique ou par une personne. C'est vraiment le patient qui saisit lui-même en direct de, comment dire, de son point de vue, mais sur des indicateurs objectifs, les résultats du traitement par rapport à un état de fonctionnement, par rapport à une qualité de vie, par rapport à des symptômes, des douleurs, le respect du traitement. Donc, ça, c'est le premier indicateur. Vous avez un deuxième type, deuxième catégorie d'indicateurs, c'est ce qu'on appelle les PRUMS, les Patient Reported Experience Measures, qui sont donc une série d'outils standards pour les expériences générales ou spécialisées à partir des états de santé. Donc là, ça mesure plus les opinions des patients, c'est plus subjectif et ça mesure leurs habitudes thérapeutiques et ça se concentre sur la manière avec laquelle ils vont utiliser des mises à disposition des soins qu'on peut leur proposer. Donc là, dans les PRUMS, on a des interactions des patients avec le système de santé et on retrouve la mesure de la satisfaction, l'expérience du traitement. Bon. Donc tout ça, c'est intéressant et on pourrait considérer que ça va plutôt dans le bon sens. Sauf que quand on a développé ces outils, on est peut-être allé un petit peu vite et que et qu'on a cru que la valeur, c'était une valeur strictement liée à une représentation économique du système. Et j'en veux pour preuve un autre article de notre toujours célèbre Michael Porter, un article ancien, hein, puisqu'il date de 2010 dans le New England Journal of Medicine. Alors, on va faire un peu d'anglais. Value should always be defined around the customer, since value depends on results, not inputs. Value in healthcare is measured by the outcomes achieved, not the volume of services delivered. Et vous entendez, je répète, value should always be defined around the customer. Ça veut dire que pour Porter, c'est pas le patient qui est au centre du jeu, c'est le consommateur de soins. Ce qui veut dire que tout ce que je viens de vous raconter là, c'est intéressant, mais ça repose quand même sur une hypothèse qui n'a jamais été discutée, qui consiste à dire que finalement, on pourrait assimiler le patient à un consommateur de soins. Et de ce fait, la conséquence, c'est quoi? Bah, c'est que c'est plutôt des outils de développement, de mesure de satisfaction qui s'inspirent du marketing.
Or, le problème dans le système de santé, c'est que vous pouvez être satisfait de soins qu'on vous a délivrés sans que ces soins ne soient profondément efficaces. Et ça pose un vrai problème. Ça veut dire que dans cette approche-là, qui aujourd'hui se généralise au niveau mondial, ben on évacue toujours la problématique de ce qui, moi, me semble central, et qui est central dans la chaire de recherche qu'on développe, qui est la question de la valeur relationnelle. Et c'est là où j'en arrive à ma troisième partie, c'est comment est-ce qu'on peut essayer de mesurer la valeur ajoutée de l'interaction sociale dans le processus de soins à partir de ce qui nous semble être caractéristique du système de soins et qui est justement cette valeur relationnelle. Alors, la valeur relationnelle, comment est-ce qu'on peut la définir? Elle peut être définie comme, pardon, elle peut être définie comme un outcome qui résulte de la relation collaborative qui augmente les capacités des partenaires. Donc ça, c'est une définition que j'ai repris de Lapierre, ce qui veut dire que les patients vont accorder de l'importance à la qualité des produits et des services, tout comme aux relations avec leurs fournisseurs, au sens large. On avait repris ça de Cannes. Mais la valeur de ces relations, si elle est recherchée, elle est moins susceptible d'être quantifiée. Et c'est là où il y a, au fond, peut-être un problème, c'est que cette valeur relationnelle, cette part intangible, elle est plus difficilement quantifiable que la manière avec laquelle vous pouvez mesurer soit un coût, soit une mesure objective d'un soin, soit une satisfaction. Donc, l'hypothèse que l'on peut poser, c'est que la qualité des relations humaines est une dimension des soins qui pourrait être qualifiée elle-même de soins intangibles, en prenant en compte la valeur relationnelle liée à la personne soignée dans la pratique clinique, mais aussi l'organisation et la santé publique en général. Et ça veut dire qu'on peut proposer un outil de mesure adéquat qui sera un moyen de faire entrer la relation dans l'univers codé de la tarification et partant de là, de l'intégrer dans des schémas de politique publique. Alors, je vais vous montrer, je vais repartager l'écran et je vais vous montrer un petit schéma comme le temps passe dans lequel on a essayé au sein de mon équipe de modéliser cette valeur intangible. Voilà, donc ça c'était le schéma de porteur. Là, vous avez le quadruple aim, mais ce n'est pas ce que je voulais vous montrer. Voilà, c'est ce schéma-là qui est un schéma qu'on a essayé donc d'expérimenter avec des collègues au sein de l'équipe. Donc la valeur relationnelle, elle repose en gros sur trois grands piliers, la valeur humaine intangible, la valeur structurelle intangible et la valeur environnementale intangible. Bon, alors voilà, donc on est parti du modèle de Baxter et Zhang qu'on a adapté au système de santé. Donc, dans la valeur humaine intangible, vous retrouvez la manière avec laquelle vous pouvez évaluer les compétences des professionnels. Ça, j'allais dire, c'est assez facile et c'est relativement basique. Mais on va aussi évaluer la communication interpersonnelle. On va aussi évaluer le niveau de confiance, le niveau d'interdépendance entre les différents agents dans le système et leur agilité cognitive, c'est-à-dire leur capacité à s'adapter. Dans la valeur structurelle intangible, on va plutôt regarder le système de communication organisationnelle, la fiabilité de l'organisation dans laquelle une personne malade est prise en charge, la manière avec laquelle l'organisation ou le système de santé va gérer les conflits et comment il se renouvelle et il peut se développer. Et puis enfin, dans la valeur intangible environnementale, donc qui est beaucoup plus globale, on va évaluer la réputation, les systèmes de coopération, on intègre aussi les valeurs de solidarité et de responsabilité sociétale. Donc, on n'a pas la prétention à dire que ce système est absolu et que c'est le meilleur du monde, mais on a essayé, si vous voulez, de remettre en cause les approches strictement quantitatives pour dire, mais dans le fond, on peut certes complexifier le modèle, mais aussi faire en sorte qu'il soit un petit peu plus proche de la réalité, de ce qui peut être vécu par les personnes malades. Et de ce fait, les pistes actuelles sur lesquelles on travaille, il y en a trois, puis je finirai là-dessus. C'est d'abord bien repartir sur les différents types de prise en charge ou parcours de façon minutieuse, c'est-à-dire bien suivre la trajectoire, non pas d'un patient, mais de la trajectoire d'une personne qui va suivre des épisodes de soins.
crois que ça, c'est une grande leçon. On est encore beaucoup trop dans ce que les anglo-saxons appellent le patient-centered system. Et il faut plutôt aller, ça, j'ai des collègues à Londres qui travaillent aussi là-dessus, c'est vers le person-centered system. C'est-à-dire ne pas considérer que le mode d'entrée dans le système ou la grille de lecture que l'on a, c'est le patient, mais bien partir de la personne dans sa globalité, dans son histoire de vie, et que cette personne, elle subit tout au long de sa vie des moments liés aux soins, ce qui permet de contribuer à une forme d'enrichissement. Et il y a quelques expérimentations que nous avons conduites au sein de ma chaire, notamment dans l'accompagnement de personnes atteintes de cancer en lien avec des centres de lutte contre le cancer, notamment à Lyon, mais pas que. Donc, première idée, bien être attaché au parcours. Mais vous voyez que c'est du parcours au long terme, c'est des parcours de vie. Hein. C'est pas un parcours sur quelques jours. Deuxièmement, formaliser ces parcours par des instrumentalisations gestionnaires, et notamment, il y a des outils en sciences de gestion, l'approche de modélisation par les processus qui permet ça. Il y a la possibilité d'intégrer ces différentes formes de complexité. Il y a aussi toute la grille de lecture de ce qu'on appelle les approches centrées sur l'activité, qui permettent ce type de relecture, et que l'ergonomie, notamment, que les chercheurs en ergonomie ont mis en œuvre. Et puis enfin, repérer les formes d'organisation émergentes qui sont favorisées par des expérimentations. Hein. Donc, dans ce cadre-là, dans ce repérage, nous avons aussi développé ce que les philosophes appellent l'entretien phénoménologique. C'est-à-dire que quand on veut s'intéresser à ces parcours de vie, on ne va pas se contenter de demander aux personnes malades ce qu'on leur a fait, ce qu'elles ont, si elles sont satisfaites. On va aller les interroger sur ce qui fait sens dans leur vie. Et pour les interroger dans ce qui fait sens dans leur vie, il faut revenir aussi à des histoires et pas simplement à du présent. C'est-à-dire qu'on abandonne, si vous voulez, les entretiens centrés sur l'activité pour intégrer des entretiens, des questionnaires qui interrogent la personne sur ce qui a pu faire sens dans sa vie et sur la manière avec laquelle elle se projette dans un avenir qui peut être à plus ou moins long terme. Et c'est à partir de là qu'on essaye aussi de reconnecter ce qui fait justement, ce qui fait sens, c'est-à-dire ce qui a de la valeur de son point de vue. Et c'est en ce sens où on essaye de contribuer à une forme d'enrichissement du modèle qui n'est pas un modèle purement calqué sur des approches marketing. Voilà, alors c'est un petit peu les perspectives de recherche qui se dessinent aujourd'hui autour d'une approche managériale sur les valeurs du soin centré patient. Ça veut dire aussi que la nouvelle compétence requise pour tout soignant, bah, elle consiste à écouter, à entendre ce que le malade nous dit, et pas simplement à essayer de lui prodiguer ce que sont les meilleurs soins de son point de vue. Ça veut dire aussi, pour le gestionnaire d'un établissement, de pouvoir aussi être capable de proposer une personnalisation des soins en fonction de ses projets de vie, et pas simplement des projets de soins. Et on voit bien, évidemment, que c'est un défi hein, que doit relever la médecine aujourd'hui, mais pas que, le système de santé dans son ensemble, en abordant de front ces paradoxes qui sont inhérents à la pratique médicale dans le cadre de ce que certains philosophes appellent l'éthique de l'attention à l'autre. Ça veut dire que la solution est pas pour demain, mais que ça demande des expérimentations à moyen long terme. Voilà, je suis à peu près resté dans les temps, je crois. Donc je vais m'arrêter là. Oui, c'est Merci. parfait, Didier. Merci beaucoup pour cette présentation qui ouvre, je pense, beaucoup de réflexions. Voilà, et c'est sûr qu'il va falloir digérer aussi tout ce que tu nous as dit, mais c'était bien là, de repartir sur l'historique aussi de l'économie de la santé. Et voilà, je me souvenais de ces cours-là sur l'évaluation médico-économique. Voilà, donc ça m'a ramené quelques années en arrière. Et puis ça m'a rappelé aussi que nos spécificités, avec l'ouverture que tu fais sur les approches managériales, ça va se rappeler nos spécificités aussi à nous en gestion par rapport aux économistes aussi, et qu'on a notre grain de sel à mettre sur cette question de la valeur du soin, je pense.